On m'a demandé de parler de l'histoire des amygdales en 2022. C'est bien, vous m'avez tendu hier sur un sujet un petit peu avec ma vision des choses et ça tombe bien parce que c'est vrai que je suis aussi un petit peu polémiste sur la problématique des amygdalectomies. Donc quand l'amygdalectomie, bon, bien sûr on la voit dans le SAS en 2022, j'ai repris le titre, et en fin de compte, quand on a un trosse de l'enfant, qu'est-ce qu'on traite devant ce trosse? Est-ce que parce qu'on voit un gosse qui a des troubles morphologiques, d'une rétrognathie, des grosses amygdales, et on se dit qu'il faut le traiter? Est-ce qu'il faut traiter un IH? On fait un enregistrement, on voit un IH important, on dit tiens, il faut absolument le traiter. Est-ce qu'il faut traiter des symptômes? Point d'interrogation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de relation entre les trois items que je nomme là, entre le trouble morphologique, l'IH, les symptômes, parce qu'on a de tout et on voit de tout. Ce n'est pas parce qu'on a de grosses amygdales, je l'ai dit hier, qu'on a un IH important. Au contraire, parfois même, on a des IH très bas. Mais par contre, sur le plan symptomatique, ça c'est intéressant. Et à partir de là, quelle est la place de l'adénodo-amygdalectomie en 2022? Est-ce qu'aussi on cède de cet examen clinique, cette symptomatologie, pour porter l'indication? Est-ce qu'on cède des scores cliniques, le PSQ, le Spruit-Gozal maintenant qui est mis en valeur? Est-ce que, ou ce dont j'ai parlé hier, l'OSA, ou est-ce que le test de Connors, ou est-ce qu'il faut, à partir des enregistrements du sommeil, se dire, tiens, il faut opérer cet enfant d'une adénoïdo-amygdalectomie? Je rappelle les recommandations actuelles: suspicion de TROS, examen des ORL, hypertrophie des amygdales, on opère. On ne réfléchit pas, on opère, c'est les recommandations. Je suis un peu brut, mais c'est comme ça que j'analyse les choses. Et après, on évalue et on propose le traitement médical, l'orthodontie, la rééducation, la PPC, machin. Je rappelle juste sur cette diapo les conséquences délétères du TROS de l'enfant, tant pour l'enfant et son avenir que pour l'avenir de la personne quand il sera adulte, avec les troubles métaboliques, cardiovasculaires. Et le problème, c'est la réversibilité des symptômes liés au TROS, c'est-à-dire qu'avant, on parlait, dès qu'on traitait l'enfant, youpi, les symptômes sont réversibles. Maintenant, on met en doute cette approche parce qu'on sait que maintenant, il y a des symptômes neurocognitifs qui sont irréversibles atteignant cet enfant. Je rappelle ce tableau que vous avez tous vu depuis votre jeunesse, en tout cas la mienne. C'est qu'avant, on opérait pour les chirurgies amygdaliennes, pour les infections amygdaliennes, c'était 90% d'intervention pour les problématiques infectieuses. Maintenant, on opère à 90% plutôt pour une problématique obstructive. Les données PMSI, vous voyez, en 1999, on opérait 230 000 interventions amygdale végétation. Et en 2011, on est passé à 38 000. Et puis est apparue la connaissance du TROS, enfin le SAOS, chez l'enfant, on ne l'appelait pas le TROS, et c'est remonté depuis. Et des dernières données que j'ai de 2019, je n'ai pas les plus récentes, elles remontaient à 46 000 amygdalectomies. Donc, le principe des recommandations officielles, c'était de dire, voilà, l'amygdalectomie, c'est le traitement chirurgical de référence des troubles respiratoires obstructifs du sommeil modéré à sévère de l'enfant. Donc, vous voyez, sur cet item, on se réfère à l'IAH, dans l'item des recommandations officielles. Ensuite, je ne commande pas, je vous le dis seulement. Et ensuite, l'amygdalectomie est à discuter au cas par cas quand on a une hypertrophie amygdalienne symptomatique sans trouble du sommeil. Là aussi, je ne comprends pas trop, mais enfin bon, c'est marqué sur les recommandations. Et le troisième item que j'ai pris sur l'amygdalectomie, c'est que le ronflement simple n'est pas une indication d'amygdalectomie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les techniques d'amygdalectomie, amygdalotomie. Sachez que ça existe, qu'il y a plusieurs techniques. Là aussi, je ne rentrerai pas. Vous avez remarqué que j'ai maintenu le Schluder parce qu'il y en a encore qui le font. On dit partout qu'il ne faut plus le faire pour des raisons techniques par rapport à la préservation de la mécanique
et la préservation des tissus qui sont autour de ces amygdales, qui sont malheureusement bien lésés par la technique du soudeur. Donc, par rapport à l'amygdalectomie, amygdalectomie, les recommandations officielles, c'est il n'y a pas de raison à ce que vous fassiez l'une ou l'autre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on reprend quelques éléments de la littérature récente. Ça, c'était une méta-analyse sur 22 études. L'amygdalectomie versus amygdalectomie. On sait que la qualité de vie liée à une pathologie, en particulier le TROS, les symptômes du TROS, il n'y a pas de différence entre les deux techniques. La perte de sang périopératoire, ils n'ont pas pu l'évaluer parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Mais vous imaginez bien, quand on fait une chirurgie amygdalienne en ablation complète, on perd un peu plus de sang. Par contre, la différence se fait au niveau des complications. L'amygdalectomie expose à beaucoup plus de complications qui peuvent aboutir à une réhospitalisation, voire une réintervention. Ce qui fait que ça aussi, donc c'est plus l'amygdalectomie qui donne ces complications. Les douleurs post-opératoires, le retour à l'activité normale, là aussi, c'est l'amygdalectomie qui expose à des douleurs plus importantes, ce qui fait que la période post-opératoire est plus importante, et sur le plan santé publique, ça expose donc aussi au fait que les parents sont en arrêt de travail plus longtemps. Donc il y a une économie de santé quand on raccourcit ce temps. Les résultats à long terme et la problématique de récidive du TROS, il n'y a pas assez de recul pour donner exactement une réponse. Pour l'instant, ils sont équivalents sur ce qui s'est dit sur cette littérature, mais il faut avoir un peu plus de recul. Personnellement, je fais des amygdalotomies à l'électrocuteur, des amygdales qui étaient en grade 3, cautérisées, vous voyez, on respecte toute la physiologie du voile et on a une disparition complète des amygdales avec un post-opératoire tout simple. Je veux juste rajouter actuellement la problématique, puisqu'on parle de 2022, actuellement on parle du microbiote et la problématique de ce microbiote qui agit au niveau de certaines pathologies, le microbiote intestinal, qui agit dans certaines pathologies neurodégénératives ou l'apparition de certains cancers. On en parle de plus en plus et qu'on a démontré actuellement que l'appendice étant un véritable réservoir de bons microbiotes pour cet équilibre intestinal, c'est pour ça qu'on fait de moins en moins d'appendicectomie. On a toujours dit que l'amygdale, c'est un organe identique à l'appendice. Donc je vous laisse la réflexion, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière, ce pour lequel je pense qu'il faut préserver un peu ces amygdales. Quand on reprend la littérature, là, il y a une superbe thèse de Mme Quares qui a été soutenue en avril dernier et qui a montré un petit peu les habitudes des ORL. Donc elle a eu 200 réponses à peu près auprès d'universitaires, d'hospitaliers, libéraux. Et donc vous voyez, quand l'enfant a un ronflement simple, quand même, il est dans certaines situations, eh ben on l'opère à peu près dans presque 19% des cas. Cet enfant est opéré parce qu'il ronfle seulement. Je ne fais pas de commentaires là-dessus, je vous apporte les résultats bruts. Quand l'enfant ronfle avec des retentissements diurnes, là tout de suite ça monte à 65%, voire un petit peu, il y a une moyenne, à 65% des enfants qui sont opérés. Quand l'enfant a des apnées sans symptômes, ben là, hop, vous voyez, les universitaires, ils opèrent à 76%. Un enfant qui a des apnées, hop, de suite, on lui enlève les amygdales. No comment. C'est juste. Quand l'enfant a des apnées et il est symptomatique, hop, on monte à 90%. Donc c'est bien, on suit les recommandations. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais 90% de ces enfants subissent une amygdalectomie. Je voudrais juste rappeler les complications de cette amygdalectomie, les douleurs, les saignements et post-opératoires, mais il y a une morbidité derrière, il y a parfois une mortalité qui est chiffrée, 1 pour 35 000 et 1 pour 50 000 cas, il ne faut pas l'oublier, ça existe. L'amygdalotomie,
on n'a pas ces problèmes. Deuxième chose, les risques respiratoires. Bien sûr, il y a des recommandations pour ne pas entamer ces risques respiratoires. J'ai toujours entendu dans mes études que quand on fait un bas débit, que ce soit pour un enfant ou pour une personne âgée, un bas débit ou une hypoxie, il y a toujours une apoptose neurologique qui se met en place, c'est-à-dire qu'on crée des dégâts neurologiques. Heureusement, ce n'est pas symptomatique, parce que sinon on aurait eu des plaintes partout, mais c'est vrai, ça existe. La prise en charge en ambulatoire, elle répond à certains critères, donc je ne vais pas les énumérer. Les recommandations le disent. Non, ça va. Je viens de manger. Les recommandations le disent, donc si vous voulez vous informer, mais ne faites attention. Donc pour ne pas avoir de problèmes médico-légaux, il y a des règles, il faut les suivre quand vous faites ce genre de chirurgie. Les résultats, c'est là où le bas blesse. Dans le sens avant, il y a deux périodes, avant 2010 et après 2010. Avant 2010, on disait youpi, on enlève les amygdales, on guérit l'enfant, tout est parfait, il guérit, tout est réversible, les troubles neurocognitifs et compagnie, tout rentre dans l'ordre. Il y a plein de publications qui ont parlé là-dessus. Il y a même des méta-analyses qui vont dans ce sens, c'est-à-dire dans près de 70 à 80% des cas, des publications disaient c'est parfait, on guérit bien les enfants et si tout va bien, on en reste là. Et puis, Guillemino, déjà en 2007, a sorti un article où il disait « Oh, ça marche, effectivement, ça marche bien, mais les enfants, il y a des enfants chez qui ça ne marche pas, c'est ceux qui ont une hypertrophie des cornées, une déviation de la cloison, un mal empathie 3-4, une rétrognathie. En fin de compte, c'est la définition, pour moi, c'est celui qui est apnéique, c'est l'enfant apnéique qui a cette... Et ça veut dire que cet enfant, quand on l'analyse bien, il a ces critères et c'est pour ça qu'on retombe sur de la méfiance de Guillemino à l'époque. Quand on reprend l'étude CHAT, qui est un peu la référence qui a servi à nos confrères à bâtir un petit peu les résultats, en fin de compte, c'est une étude qui a été basée, une étude américaine bien sûr, qui a été évaluée initialement et seulement à 7 mois. Et que cette étude CHAT montrait un certain nombre d'améliorations de ces symptômes, certes, mais ce qui est important, vous voyez en bas, il n'y a aucune amélioration des fonctions d'attention et il n'y a aucune amélioration des structures neurocognitives de l'enfant. Ce qui est quand même anormal. Est-ce qu'on traite un enfant pour améliorer le fait qu'il ne ronfle plus ou est-ce qu'on le traite pour améliorer sa projection dans l'avenir, dans ses capacités intellectuelles, ses capacités relationnelles, son comportement et compagnie. Donc c'est là où il y a un problème. On se dit que ça marche, mais en fin de compte, ça ne marche pas. Et ensuite, il y a eu plein d'autres études, donc ça c'est apparu après 2010, plein d'autres études qui ont confirmé qu'effectivement, sur la structuration du sommeil, sur les fonctions neurocognitives, l'amélioration n'est que faible, c'est-à-dire qu'elle n'est que de 20-25% des cas. Si quand même on met en valeur un traitement alors qu'il n'améliore les enfants que dans 20 à 25%. Je ne sais pas s'il y a un médicament, si on le sort et on dit qu'il améliore les patients dans 20 à 25%, s'il est approuvé. Et que ce qui est... Oui, sans commentaire. Ensuite, il y a un article datant de 2015 qui disait qu'en fin de compte, quand on prenait ces enfants et qu'on ne les opérait pas, ces enfants s'étaient normalisés sur le plan de l'IH. Vous voyez, on parlait souvent de la problématique de l'IH et que cet IH se normalisait au bout de 7 mois. Guillemino a sorti une autre publication en 2013 ou 2000 et qui disait qu'en fin de compte, effectivement, il a repris les enfants qui avaient été opérés et subi un traitement orthodontique à leur jeune âge, et il les a vus à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, ils avaient de nouveau les symptômes du TROS. C'est-à-dire qu'on ne les a pas guéris quand on évalue ça plus tard. Et il y a dernièrement un article de août 2022 sur 1000 enfants, où il y a plusieurs équipes qui ont participé. La conclusion, c'est que la pression systolique artérielle pulmonaire a diminué. Personnellement, je ne vais pas chercher la pression systolique pulmonaire, ce qu'elle a. Le débit inspiratoire nasal a augmenté, le volume du nasopharynx a augmenté, mais en fin de compte, l'index d'apnée
obstructive et la morphologie maxillomandibulaire étaient similaires chez les patients opérés et non opérés. Donc en fin de compte, on n'avait pas changé grand-chose à moyen long terme. Vous vous rappelez, l'étude Chatt, elle s'est arrêtée à 7 mois, alors que quand on prend à moyen long terme, en fin de compte, on voit qu'il n'y a pas de différence. Voilà, je vous montre ce petit tableau que j'avais déjà montré, c'est-à-dire un enfant qui avait des grades 3 d'amygdale avec un IH à 4, il ronflait, il a été mieux parce qu'il était symptomatique, il a été mieux pendant les premiers mois, et puis au bout de 10 mois, 1 an, il s'est à nouveau détérioré, les parents me le ramènent, et quand je le réanalysais, en fin de compte, son IH est à 11, c'est-à-dire il a aggravé son syndrome obstructif, et il ne ronflait plus. Certes, on a gagné le calme dans la maison, mais le problème, c'est que le gosse, il est aussi turbulent, et il n'a toujours pas de bons résultats scolaires. Et pourquoi ça se fait comme ça? Parce que, en fin de compte, si on désobstrue la filière respiratoire par l'amygdale, quelque procédé que ça soit, le sommeil, la fatigue, le comportement s'améliore dans les semaines, voire mois après le geste, mais que les difficultés cognitives, il faut attendre au moins 10, 12 mois, voire 18 mois pour qu'elles s'améliorent. Ça, c'est une notion importante. Et que quand on opère les amygdales, on génère un état inflammatoire de fibrose qui maintient la paroi, qui évite la collapsibilité. Et en fin de compte, après, cette paroi va de nouveau s'affaisser, parce qu'elle va s'assouplir comme toute cicatrisation, comme toute évolution cicatricielle, et le syndrome obstructif se réinstalle. Donc c'est pour ça que cette notion est importante de se dire qu'en fin de compte, la problématique n'étant pas liée qu'à l'obstruction amygdalienne. Et effectivement, on évoque souvent la loi de Venturi, hein, partout on voit ce tableau classique avec ce collapsus qui est presque unique, qui montre qu'en fin de compte, si vous arrivez à trouver cette zone de collapsus, eh ben on a gagné. En fin de compte, quand on voit la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme le vent dans la plaine qui arrive sur les montagnes. Au premier sommet, le vent est beaucoup plus rapide. Ce n'est qu'une figuration de cette loi de Venturi de Bernoulli, mais avec des zones de rétrécissement en série. Donc ce vent sur le premier sommet, la vitesse sera plus intense. Sur le deuxième sommet, elle sera encore plus importante. Le troisième sommet, encore plus importante. Donc c'est une loi de rétrécissement en série. Et c'est pas parce qu'on a résolu le problème sur le premier obstacle qu'on a oublié, et on oublie les autres obstacles. Donc il faut penser à tous ces autres obstacles en arrière. D'ailleurs, c'est confirmé par cette publication récente, août 2022, d'une slip endoscopie sur des enfants avec des amygdales moyennes qui ont un syndrome obstructif, qu'ils ont trouvé que l'adénoïdectomie, les végétations sont responsables de 72% de l'obstruction, la base de langue pour 50%, les amygdales palatines 25%. Vous voyez, on retrouve un petit peu les résultats qui ont été publiés sur l'amélioration du sommeil quand on opère les amygdales. Vous voyez, il n'y a que 20-25% de ces enfants qui sont améliorés. Mais aussi l'épiglotte, le larynx, vous voyez, pour 10%, et que plus de 63% de ces enfants avaient une obstruction multisite. Ça, c'est important. Alors, après, il dit qu'ils les ont opérés des végétations pour la majorité, très peu pour les amygdales, mais ce que l'on ne sait pas, c'est le suivi à long terme qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que c'est déjà intéressant pour montrer que, en fin de compte, il y avait une pathologie multisite. Ça rejoint un petit peu ce qu'a l'article des Montpelliérains avec Mohamed Akari, mais c'est des enfants qui ont été opérés des amygdales et qui ont eu un échec sur le plan sémiologique. Et en fin de compte, on retrouve cette histoire de cavum, voile, base de langue, oropharynx, responsable de l'obstruction, avec aussi le larynx et l'épiglotte, donc qui s'affaisse, donc dans un certain nombre de cas. Donc comme quoi, en fin de compte, c'est une pathologie multisite et pour lequel, donc ce qui est important à savoir, dans le syndrome, le TROS de l'enfant, on a essentiellement deux éléments. Le premier, c'est une petite boîte, des volumes squelettiques qui sont étroits. Et deuxième chose, l'hypotonie globale d'une structure pharyngée qui démarre de la langue. Là, je vous ai parlé du GHA, qui est un petit peu le témoin de cette hypotonie. Mais cette hypotonie, non seulement elle est au niveau de la langue, mais aussi au niveau du voile,
au niveau de l'hypopharynx, du larynx, et voire de la région glosso-épiglottique qui donne ces troubles parfois laryngés. Donc c'est ça qui est important à savoir, que les amygdales, elles ne sont là que quand elles sont obstructives. Il faut savoir aussi, elles provoquent une problématique d'obstruction respiratoire. Si on n'opère pas, par exemple, un enfant qui a de grosses amygdales, eh bien cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir la bouche, il va positionner sa langue en bas, c'est-à-dire il va maintenir une hypotonie linguale, il va empêcher la croissance squelettique, et donc d'un enfant qui n'avait rien à son très jeune âge, va devenir un apnéique, un résistant respiratoire. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'un enfant qui a de grosses amygdales, si vous décidez de ne pas l'opérer, en fin de compte, il faut toujours le suivre, le réévaluer régulièrement jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc ça, c'est très important. Dans la majorité des cas, les amygdales fondent, mais parfois, il faut un jour se décider à aller lui réduire ses amygdales. Donc Guy Milot en parlait sur cette problématique des conséquences d'une hypertrophie amygdalienne. Donc il faut l'avoir en tête qu'il faut, un moment ou un autre, ces amygdales peuvent générer un TROS. Vous voyez cet article-là aussi récent. On ne va pas demander de parler des trucs en 2022, d'octobre 2022, de Chine. Donc c'est un article qui un petit peu oriente la santé publique, que leur problème principal, c'était un déficit de croissance dentaire et crânio-faciale. Et qu'ils mettaient en cause la problématique des amygdales dans le TROS que parce qu'elles engendraient ce déficit de croissance dentaire et crânio-faciale. C'est dommage, ils n'ont pas parlé de la problématique fonctionnelle. Ça leur manque, peut-être que les Français vont imprégner les Chinois de cette approche, mais c'est vrai que l'approche fonctionnelle est très importante. Alors vous allez me dire, si on a des grosses amygdales, qu'on ne peut plus l'opérer, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens à ce que ces amygdales se réduisent? Et on va le voir. Le traitement médical, ça, il y a plusieurs publications sur le Montelukast qui a démontré, personnellement, je vous l'ai dit hier, c'est que quand j'ai des enfants qui ont des grosses amygdales, je les mets systématiquement sous Montelukast antihistaminique, voire une corticothérapie nasale si le nez est très bouché. Je me méfie, faites attention, Montelukast, il a plein d'effets secondaires, donc faites attention, vous avertissez les parents qu'il y a la moindre apparition de petits troubles, vous arrêtez le Montelukast. Mais quand je le fais, que c'est mené à bout, à peu près un tiers de ces enfants, on voit une réduction des structures lymphoïdes. Donc c'est vrai que c'est parfois intéressant. On passe un cap, chez les tout petits par exemple, on peut passer ce cap pour que les amygdales se réduisent. L'expansion palatine rapide fait plaisir aux orthodontistes. Il y a une publication récente chinoise, il n'y a que les Chinois qui publient, et qui dit qu'en fin de compte, quand on met une expansion palatine, on aboutit à une réduction des structures amygdaliennes et que l'effet sur le TROS est le même que quand on fait une amygdalectomie. Donc vous voyez, ça a été un peu loin, mais c'est vrai. Et en fin de compte, quand je le réfléchis par rapport à ma pratique où je mets plein de PPC, c'est vrai, c'est tout simple. Quand je mets une PPC à un enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va fermer la bouche, il va respirer par le nez. Parce que l'enfant, c'est une adaptabilité incroyable, dans le sens où quand vous lui demandez, dès qu'il a la bouche ouverte avec une PPC, ça fuit, donc il finit par fermer la bouche. Et quand il ferme la bouche, il met en place une respiration nasale. Et quand on met en place une respiration nasale, en fin de compte, on met en place une fonctionnalité. L'enfant s'infecte moins, il s'infecte moins au niveau de son nez, de ses structures pharyngées, et les végétations et les amygdales se réduisent. Ça, je le vois, il y a plein d'enfants qui n'ont plus d'infection quand on les met sous PPC, ils ne s'infectent plus. Et qu'à partir de là, cette respiration bouche fermée positionne la langue en haut. Et quand la langue est en haut, que la déglutition mature se met en place, et ben hop, ça déclenche tout le processus de croissance et ça développe l'enfant sur tous les plans, en particulier les plans qui intéressent ces syndromes de résistance, tant par la problématique volumétrique que par la problématique de la tonicité des structures. Ce d'autant que la PPC, comme je dis, elle contrebalance la pression négative liée à l'inspiration pulmonaire, parce que c'est comme ça que ça se déclenche, le collapsus,
et que cette inspiration fait que elle est contrebalancée par la dépression respiratoire et elle est contrebalancée par cette pression positive et que les 4 à 6 cm que Mme Heisenberg a dit, c'est qu'elle a oublié de dire qu'en fin de compte, c'est la dépression liée à l'inspiration pulmonaire. C'est pour ça que le 4 cm d'O2 ou 4 ou 5 cm d'O2 qu'on met dans une PPC dans le volume de base, ce n'est que pour contrer la dépression inspiratoire venant des poumons et arrivant au niveau du nez. Et c'est pour ça qu'on a cette base. L'amélioration, et ce que je vois surtout par rapport à la PPC, c'est surtout ça. L'amélioration des fonctions neurocognitives, ça c'est... Enfin, moi, je suis émerveillé par le changement des gosses qu'on a quand on les traite pour ça. Et donc, c'est pour ça que quand je mets en place ces structures, parfois, globalement, j'ai pas fait d'études, parce que c'est vrai qu'avec notre activité, on peut pas. Eh ben, sur les 10 enfants qui devaient être pourvus à être opérés sur des grades 2, grade 3, eh ben, j'en ai plus que 2, ou 1 ou 2 à opérer, à qui je fais une réduction des amygdales. Vous voyez là juste un enfant qui a bénéficié d'une PPC. Vous voyez la croissance dentaire du maxillaire supérieur qu'il a, c'est l'équivalent d'une disjonction intermaxillaire. Ce n'est que de manière fonctionnelle qu'il a mis ça en place avec sa langue. Donc vous imaginez cette croissance, comment elle peut être dynamisée par le fait d'une position linguale. Je voudrais donc rappeler cet article, qu'en fin de compte, que cet impact délétère important, ça intéresse du TROS, ça intéresse non seulement un ronfleur simple ou un non-ronfleur, mais aussi les enfants qui ont des IH importants. Donc, en fin de compte, il faut traiter plutôt, en ce qui me concerne, des enfants symptomatiques, quel que soit leur IH, quelle que soit la taille de leurs amygdales, quand ils sont symptomatiques, quand il y a un doute sur la problématique de l'intrication d'un trouble du sommeil sur le développement neurocognitif de l'enfant, il faut le traiter quelle que soit la tête. Donc, en pratique, ce qui est important, c'est l'objectif, c'est de guérir ce gosse et d'y apporter les moyens les plus appropriés. Voilà, merci à vous.